Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat placé sous le thème « Difficile recrutement à la fonction publique ». Le Congo a pris la mesure de doter les administrations publiques d'agents de qualité sur la base de l'égalité. Les recrutements à la fonction publique avaient été programmés après un succès à un concours ou à un test de sélection. Exception faite cependant pour les élèves sortis des écoles spécialisées de l'administration publique, à savoir le Collège technique agricole, le lycée technique agricole, l'IDR, le CETF, l'ENMA, l'ENSAF et bien d'autres, où l'entrée est subordonnée à la réussite à un concours. Les quotas de 2011 évalués à 2063 agents ayant atteint le plafond autorisé par le budget de l'État exercice 2011. Les recrutements pour l'année 2012, qui prévoyaient un quota de régularisation des dépassements de 2011, avaient été ajournés pour l'année 2013. 5 ans plus tard, les finalistes sortis des écoles de formation professionnelle publique sont pour la plupart dans l'attente d'une intégration à la fonction publique, en dépit de toutes les démarches menées auprès du médiateur de la République et auprès des autorités concernées, malgré toutes les promesses faites à leur endroit. Avec moi sur ce plateau pour débattre de ces questions, M. Obami Odilan, il est juriste. Bonsoir. Bonsoir, merci. Juste en face de vous, j'ai M. Landry Boumbeya Tissambou. Il est facilitateur au CNEFPP, Coordination nationale des écoles de formation professionnelle publique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et à la gauche de M. Obami Odilan, j'ai un journaliste qui n'est plus à présenter. Il s'agit de Romy Kokilas. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et en face de M. Romy Kokilas, j'ai M. Garvey, il a un prénom américain, M. Garvey Bouanga. Il est vice-président du collectif de l'ENF, École normale des eaux et forêts. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Avant d'aller dans le vif de notre débat, je vous propose de repartir du côté de la régie et de suivre ce premier reportage. Les 1675 étudiants formés à l'école nationale, la moyenne d'administration et finalistes entre 2012 et 2017 se sont donné rendez-vous cette fois devant le ministère en charge de la fonction publique. Bon, mais ce qui fait que nous puissions arriver ici, c'est toujours dans le cadre de nos démarches, juste à avoir un terrain d'entente avec nos gouvernants pour notre situation d'intégration à la fonction publique. Voilà pourquoi nous sommes obligés de continuer à manifester jusqu'à avoir un terrain d'entente avec nos gouvernants. Depuis qu'ils ont commencé leurs revendications, aucune autorité ne les a reçus. Ce qui fait qu'ils restent déterminés à mener ces mouvements jusqu'à ce qu'ils auront gain de cause. Nous sommes venus ici plusieurs fois, nous avons parlé aux conseillers au recrutement, il n'y a pas eu de solution. Voilà pourquoi nous avons changé de tactique. Là, nous sommes là pour le sitting. Tant qu'on ne nous recevra pas, on va perturber le fonctionnement du ministère. Et s'il faut passer nous ici, on va passer nous ici. On va dormir ici. Parce que ici, pour l'instant, c'est notre ministère de tutelle. C'est la preuve qui montre que nous allons dormir ici. Et pendant une semaine, personne ne va nous empêcher. Sensible au mouvement des finalistes de l'ENMA, le vice-premier ministre chargé de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale est sorti à leur rencontre. Vous avez fait le bruit, je suis venu vous voir. Il y a 2, 3, 4 ou 5 qui vont venir avec moi. On va discuter, qui vont vous représenter. Je monte dans mon bureau, vous désignez 3, 4, 5 de vos représentants, ils viennent me voir et puis ils viendront vous rendre compte où vous pourrez vous retrouver, pas dans la rue. De la rencontre entre Firmin Aïssa et les représentants des finalistes, il en est ressorti un rendez-vous pour le jeudi 11 octobre. Le temps que le vice-premier ministre rende compte au premier ministre qui lui donnera la conduite à tenir. Retour sur ce plateau, chers messieurs, la toute première question est celle de savoir si vous avez un reproche à faire au recruteur national qui n'est autre que la fonction publique sur cette incapacité ou presque d'intégrer ces finalistes sortis des écoles professionnelles publiques. La parole est ouverte à qui veut la prendre. Allez-y. Okay, merci. C'est une très bonne question. Effectivement, nous avons un reproche à faire au ministère de la fonction publique et avec un certain nombre de sous-points. Et le reproche que nous avons à faire à la fonction publique, c'est le manque de respect de la loi 021/89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique. Et l'article qui nous intéresse, c'est l'article 102. Et nous pouvons, si vous permettez, lire le deuxième alinéa, dit ceci. Lorsque l'accès à un corps est soumis à la condition d'une formation dans une école spécialisée de l'administration, le concours est remplacé par le diplôme de sortie de l'école
si l'entrée à celle-ci est subordonnée à la réussite à un concours. Et nous avons sur nous la notification des quotas 2015 qui a été signée par le ministre Gilbert Mokouké et le ministre Gilbert Onongo. Les quotas étaient sortis et jusqu'aujourd'hui, vous l'avez abordé en intro, il n'y a jamais eu de recrutement. Et la fonction publique, plusieurs fois nous avons mené des démarches, a été incapable de nous donner des réponses par rapport à cette notification et conformément à la loi. Monsieur Obami Odilan, un reproche à faire au recruteur national, surtout que Monsieur Boumbéa venait de nous lire ce que dit la loi sur la question. Merci, Monsieur Foucault. Je pense qu'il faut toute raison garder, faire preuve face à ce sujet très important, très sensible, faire preuve d'humilité, de lucidité, que de s'enfermer dans des postures idéologiques. L'emploi, c'est un sujet très important. Et lorsqu'on a fait des études, on a été formé, c'est pour occuper un emploi. C'est le rêve de tout le monde. Nous tous, nous sommes passés par là. Il y en a qui ont fini, qui ont trouvé un emploi, il y en a qui n'ont pas trouvé dans la fonction publique. Moi, je comprends parfaitement les états d'âme de mon frère qui est en face de moi. Mais je pense que la loi, elle est là, elle est claire, elle est nette, c'est vrai, mais c'est une disposition générale et abstraite. Elle n'est que théorique. Je ne vais pas à l'avocat du diable. Je dis simplement que le recrutement à la fonction publique dépend de la politique nationale de l'emploi. Or, cette politique est variable selon les périodes de croissance économique et les périodes de crise. Donc, en ce qui concerne les périodes de crise, il est extrêmement difficile que la fonction publique puisse recruter tout le monde pour résorber le chômage. Moi, je comprends parfaitement vos états d'âme. Vous savez, la fonction publique congolaise aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons, c'est 70 000 personnes, avec une masse salariale de 374 milliards par an. C'est dire le poids hippopotamesque, je pèse bien les mots, de cette masse salariale sur les finances publiques. Aujourd'hui, par rapport à la conjoncture que traverse le Congo, où nous devons faire preuve de rigueur budgétaire, mettre en place des politiques drastiques, des politiques de responsabilité, il est tout à fait difficile, je ne dis pas impossible, difficile que l'on puisse recruter automatiquement. C'est pourquoi il faudrait que chacun de nous puisse prendre conscience de cet état des faits pour voir comment faire, utiliser d'autres postures, d'autres possibilités alternatives. Par exemple, prendre aussi les initiatives personnelles pour créer une activité. Et demander à l'État, par exemple, d'aider, de subventionner les jeunes, par exemple, diplômés, qui n'ont pas été recrutés à la fonction publique, pour essayer d'investir dans l'entrepreneuriat. Donc, oui, tout à fait, parce que je vais juste chuter par dire, depuis naguère, on nous dit que l'État-providence est mort. Il faut vivre avec ça, malheureusement. C'est-à-dire que le schéma classique qui consistait à aller à l'école, obtenir un diplôme et trouver un emploi dans la fonction publique, il ne faut pas avoir honte ni la démagogie de reconnaître que ce schéma est mort. Mais je ne dis pas que ça disculpe la responsabilité de l'État, mais ça appelle les populations, les citoyens que nous sommes, à repenser aussi autrement pour trouver un emploi en le créant, en demandant de l'aide, par exemple, à l'État. Ça, c'est une question de réelle politique. Ça, c'est une piste de solution. Monsieur Garvey Ibwanga, un reproche au recruteur national. Excusez-moi. Je vais répondre à ce que M. Baye vient de dire tout à l'heure, que le pays traversait une période de crise. Nous savons tous que le pays est dans la crise, mais il s'avère que cette notification date de 2015. Si vraiment le pays était toujours dans la crise en ce temps-là, il ne devrait pas sortir cette notification. Le problème, c'est que la notification est bel et bien là. Mais les finalistes n'ont pas bénéficié de cette notification jusqu'à aujourd'hui. Et cela signifie quoi finalement? Parce qu'il y a deux ministères qui sont en charge. Il y a le ministère des Finances et le ministère de la Fonction publique. Les deux ont travaillé ensemble pour réaliser ce travail.
Ce qui signifie qu'en donnant une notification, cette notification devrait être appliquée, que les finalistes devraient être intégrés, et qui, jusqu'alors, malheureusement, ne sont pas intégrés. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cette situation? Il faudrait peut-être ajouter que lorsqu'il y a intégration, je l'ai dit dans mon introduction, lorsqu'il y a intégration, dans le budget de l'État, il y a une somme qui est prévue, justement, par rapport au quota, une somme qui est prévue, une somme qui permet à l'État de recruter. Donc cette somme est tirée du budget de l'État. Mais on va y revenir, Monsieur Kilas. Est-ce que vous avez un reproche à faire au recruteur national qui est la fonction publique face à cette incapacité d'intégrer ces finalistes sortis des écoles professionnelles publiques de formation? Oui, bien sûr que oui. Il faut dire que c'est une réalité vécue par un bon nombre de générations. Aujourd'hui, nous avons cette souche qui a eu quand même le courage de venir faire ce partage. Mais sinon, vous avez des plus vieux qui sont même allés déjà à la retraite, qui ont attendu les finalistes, ils sont allés à la retraite. Et d'autres, vous les avez à l'Hexagone. Voilà, l'intelligentsia congolaise traîne à l'Hexagone. Je pense que M. Odilon sait quelque chose. La question de la fonction publique, Mexan, lorsqu'on l'aborde, c'est comme qui aborderait une problématique sur le monopartisme. C'est quelque chose de dépassé, qui paraît un peu tabou, qu'on ne peut plus parler. Mais le Congo est l'un des pays, bien que entendre, ce n'est même pas Odilon, on dit que l'État-providence est mort, oui. D'ailleurs, l'État-providence est mort, mais la fonction publique n'a jamais été fermée. Le Congo est l'un des États, l'un des démocraties qui a fermé sa fonction publique depuis des années. Même à la période de l'embellie financière, je peux vous démontrer, la fonction publique avait toujours fermé ses portes. Si recrutement il y a dans ce pays, on sait comment ça se passe. Moi, je suis journaliste, on sait comment ça se passe. Alors, officiellement, depuis quelle année le Congo a ouvert ses portes à ses finalistes? Alors qu'aujourd'hui, au Congo, on parle de la diversification de l'économie. Par exemple, un exemple. Mais lorsqu'on parle c'est récent, nous avons connu un salon ici. On parle de diversification économique. Mais la diversification veut dire des gens formés. Mais les gens formés, ce sont ceux-là qui sortent des écoles, des instituts. Mais quelle qualité donc vous avez dans la fonction publique quand on parle de diversification, par exemple? Mais vous avez des gens qualifiés. Donc ça veut dire ceci. Lorsqu'on aborde une telle question, il faut d'abord faire l'autopsie de la fonction publique actuelle. Pourquoi elle est fermée? Est-ce parce qu'elle n'a pas un bon rendement ou parce qu'elle est saturée? Si elle est saturée, alors l'État qui est le patron de la fonction publique, depuis la fin de la conférence nationale, là où le secteur privé a été annoncé dans ce pays, quel effort l'État a fait pour donner place au privé? Quel est l'accompagnement de l'État au privé pour aider les jeunes cadres sortant des écoles pour être pris en charge? Alors, ça, c'est des schémas qui n'ont jamais existé. Mais un seul slogan, l'État-providence est mort. Ce n'est pas la solution. Parce que quelque part, on sait qu'il y a des recrutements parallèles que tous les Congolais, ça, on ne doit pas apprendre ça à un Congolais. Ça se passe dans nos quartiers. À chaque changement de gouvernement, il y a des recrutements. Je dis bien parallèles. Et donc, au cours du débat, on va examiner la question. Bon, mais le comble, c'est que le danger, la perte que le Congo subit aujourd'hui, c'est de voir ces jeunes cadres qui sont le produit congolais, qui devaient susciter, booster le développement, ne pas être intégrés au nom de l'État qui n'est plus providence. Alors, vous voyez que c'est un paradoxe. On veut de quelque chose, et on veut de son contraire. Merci beaucoup, Romy. Alors moi, j'aimerais juste revenir un tout petit peu du côté de M. Obami Odilon. C'est pour connaître ce ratio. Je ne sais pas si vous avez le nombre de départs en retraite et le nombre de personnes intégrées à la fonction publique. On prend une période de 5 ans. Est-ce que vous avez le ratio? Il y a plus de départs en retraite que d'intégration ou inversement? Non, non, non. J'ai dit d'entrée qu'il faut faire preuve de lucidité, de raison dans ce débat. Je n'ai pas de ratio. On ne va pas venir ici donner des chiffres pour faire plaisir. Non, je n'ai pas de ratio. Tout ce qu'on sait sur le plan des principes. L'État a plusieurs façons de recruter. Recrutement direct par concours, il y a concours externe, ouvert à tout le monde, concours interne, ouvert aux agents de l'État qui exercent déjà. Mais l'État aussi, comme a dit Romy, on vit sur la terre des hommes. Des fois, dans certaines administrations publiques, on procède au recrutement direct de façon parallèle. Ça, c'est la vérité. Et moi, j'ai dit, tout ceci varie selon la conjoncture économique.
quoi qu'il en soit, lorsque la conjoncture économique est difficile, les départs à la retraite doivent être compensés par le recrutement de certains agents par rapport au quota qui est réservé. Mais là aussi, il faut apporter un bémol. C'est toujours selon la conjoncture économique, l'État va déterminer la politique de l'emploi qui s'y est. Par exemple, il y a des pays où on prend une décision que 3 départs à la retraite ne seront compensés que par 2 personnes ou 1 personne. Pas quantitativement la même chose. Parce que déjà, Romik a dit de façon allusive, la fonction publique, notre fonction publique, est pléthorique. Depuis longtemps, on le dit. Mais et pourtant, personne ne prend des mesures pour dégraisser le mammouth, si j'ose dire, parce qu'il y a toujours des réactions, ça suscite les indignations, les gens se mettent dans la rue. Je comprends parfaitement. C'est pour ça que je dis, par rapport à ce fait, il faut repenser autrement la politique de l'emploi, aussi bien à l'égard de l'État qui doit recruter qu'à l'égard des personnes qui recherchent l'emploi. Le problème est même constitutionnel, M. Foucault. L'article 30 de la Constitution consacre au Congo le droit au travail. Le droit au travail, c'est ce droit qui permet à tous les citoyens d'obtenir un emploi. Et ce droit au travail met à la charge de l'État l'obligation de créer les conditions idoines pour que les gens bénéficient de l'emploi. Ça, c'est constitutionnel. Mais il se trouve que dans la réalité, l'application de ce principe, là, je profite aussi pour répondre directement à mon frère tout à l'heure, l'application de ce principe souffre souvent des résistances, des paramètres sociopolitiques qui rendent difficile l'application de ce principe-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut faire preuve de réalisme, de réel politique. Qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit, comme la fonction publique est pléthorique, favoriser la création de l'emploi dans le secteur privé. C'est-à-dire qu'en prenant des initiatives, par exemple, fiscalo-douanières favorables au privé pour créer de l'emploi. Mais l'État doit aussi aider les jeunes qui ont de bonnes idées, qui veulent investir dans les secteurs promoteurs. Aujourd'hui, on parle de diversification de l'économie. Il y a l'agriculture, il y a le tourisme, il y a les nouvelles technologies d'information et de la communication. Parmi vous, je pense qu'il y a des gens qui étudient dans ces domaines-là. Comme l'État ne peut pas vous embaucher, si vous avez un bon projet, vous devez vous adresser à l'autorité compétente pour vous aider à vous installer. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut repenser aussi autrement la politique de l'emploi parce que, je terminerai par là, les temps ont évolué, il faut être de son temps, se battre aussi pour prendre des initiatives privées, pour être inventif, pour ne pas compter que sur l'État. Mais cela n'exclut pas la responsabilité de l'État. Mais nous aussi, nous avons une part de responsabilité pour s'intégrer dans la vie active. Alors, M. Romik va parler et puis on remettra la parole au niveau des finalistes. Vous savez, effectivement, je suis d'accord avec Odilon, je me permets. Vous constatez que lorsque l'État congolais est arrivé en face de ce gros mur, comme par surprise, la pléthore au niveau de la fonction publique, il nous a manqué des solutions dans ce pays. Mais diable, c'est parce que cela met trop du temps. J'ai reparti la chose dans le temps. Ça, c'est un constat fait à la conférence nationale. De la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez, le Congo est allé vers un système libéral à cause de tout ça. À l'école, il fallait créer l'école privée. À la fonction publique, il fallait créer une fonction publique privée ou libérale. C'est-à-dire ouvrir le pays aux initiatives. Mais c'est l'État qui devait accompagner les initiatives. C'est facile lorsqu'on dit à un Congolais, par exemple un finaliste, imaginez quelqu'un qui finit avec son 2A, bon, prêt à travailler parce qu'il a la matière, on lui dit, écoute, bon, l'État est essoufflé, écoute, crée-toi quelque chose pour te prendre en charge. Bon, mais nous sommes en face d'une crise. L'État lui-même est incapable de se prendre en charge. Alors, à plus forte raison, un individu, parce que l'individu est sociétal. C'est l'État. Un projet veut dire un accompagnement. L'accompagnement viendra de l'État. Mais si l'État a du mal déjà à prendre en charge ses propres travailleurs, il y a problème. Ensuite, pour que l'individu ou le citoyen arrive à créer un emploi pour lui-même, mais il faut qu'il soit préparé à la base. C'est un système de gestion. C'est-à-dire qu'on devait préparer l'homme à un tel système de gestion. Mais nous n'avons pas cette culture. Ce qui est vrai, tu es à la fac, tu as fait le journalisme, dans la tête, tu finis, tu as Télécongo, ou tu es dans un média privé. Même ici, dans un média privé. Je prends un seul exemple, un exemple patent. Nous sommes ici dans un média privé. Voilà un Congolais qui a pensé aider l'État dans ce secteur.
Tu es journaliste, je suis journaliste, on a plein de journalistes. Quelle est la place, par exemple, qu'occupe aujourd'hui la presse privée au Congo? Mais c'est elle qui fait les médias aujourd'hui, c'est elle qui fait l'actualité. Est-ce que l'État congolais accompagne ces presses? Non, alors que c'est un secteur crucial qui accompagne la démocratie. Donc, vous comprenez que dans ces médias... On reste dans le débat. Je vais terminer dans ces médias. Mais il y a du personnel congolais, il y a des finalistes congolais qui bousillent de leur vie comme ça, de leur cursus, attendant quoi? Ils n'auront jamais la retraite. Donc tout ça, moi, il est temps d'interpeller donc l'État. C'est les finalistes, oui, mais vous allez les trouver partout. Une suggestion, l'État congolais n'est pas encore mort, donc l'État a quand même des moyens pour aider ces jeunes. Pour aider ces jeunes. C'est une question de volonté politique. Alors il devrait dire quelque chose, allez-y. En fait, je voulais rebondir. À l'entame de mon intro, j'ai voulu rester dans le contexte de la question que vous avez posée. Et comme M. Obami est sorti du contexte dans lequel nous nous trouvons, là, nous allons sortir. Alors, pour commencer par l'État, nous disons que l'État congolais n'a pas un problème financier. Nous avons un gouvernement pléthorique, 37 ministres, pour un pays de 4 500 000 habitants, c'est trop. Alors, monsieur le ministre Bininga a fait un recensement des fonctionnaires. On a trouvé 13 000 fonctionnaires fictifs. Où sont ces fonctionnaires? Les gens continuent à travailler. Il y a une masse salariale autour de 13 milliards qu'on peut dégager et recruter des personnes. Lorsque nous sommes en train de parler ici, nous parlons d'une notification donc, concernant la loi de finances 2015. Un budget a été dégagé pour le recrutement des finalistes. Ça fait 3 milliards dans l'ensemble, ça fait 3 645 506 287 francs. Cet argent est parti où? C'est une enveloppe qui a été dégagée pour recruter. À la place, qu'est-ce que l'État fait? Le Congo n'était pas en guerre. On nous a fabriqué une guerre dans le pool où chaque fois on devait sortir de l'argent comme ça, bêtement. On ne sait pas qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Les finalistes sont là. Aux côtés de cela, le Congo n'est pas un pays en guerre. On a recruté des milliers de policiers, de militaires pour assurer je ne sais pas quelle sécurité. Peut-être qu'on pouvait les envoyer en Irak pour aller combattre ou en Turquie, je ne sais pas où. Alors, le Congo n'a pas un problème financier. Il s'agit simplement d'un problème de gestion. L'État doit revenir et les gens doivent avoir une certaine, j'ai aimé le mot que vous avez utilisé, la moralisation. On doit moraliser l'État. Les gouvernants doivent prendre leurs responsabilités. Nous avons le Sénat. On a augmenté le nombre de sièges. On a augmenté le nombre de députés. Si vous avez un problème d'argent, vous ne devez pas augmenter le nombre de députés ni de conseillers. Vous avez augmenté, créé des institutions en double. Conseil consultatif, par exemple, du dialogue. Nous avons un médiateur de la République. Quel sera le rôle du médiateur de la République dans tout ça? Donc, nous constatons que l'État a bel et bien les moyens pour prendre en charge l'ensemble des finalistes. Alors, pour certains corps de métier, je prends le cas de l'ENF, il aurait dû évoquer ça, une personne qui a été formée au métier de la forêt. Alors, ne fût-ce qu'un seul engin coûte cher, c'est des millions. Quel que soit le projet, combien de Congolais vont faire des projets pour créer des sociétés forestières? Il n'y en a pas avec quelle concession? Ça pose problème. Donc, il y a des corps de métier qu'on a formés pour travailler dans l'administration publique. Et ce sont ces écoles que nous représentons. C'est dans le cadre de ces écoles, alignement, on forme des gens qui doivent travailler dans l'administration pour remplacer ceux qui sont là. Chaque année, depuis 2015, nous avons près de 5 000 départs à la retraite. La loi dit quoi? Le remplacement doit se faire de moitié. 2015, on a respecté le ratio, 2272 par rapport à 5600 et quelques mille personnes qui devaient, 5600 personnes qui devaient partir à la retraite. Jamais remplacé. De 2015 jusqu'à aujourd'hui, nous faisons quoi? Aujourd'hui, permettez-moi de titiller un peu les enseignants. Je dis par exemple, il y a des mesures qu'on est en train de prendre. On va recruter les enseignants, on va recruter les agents de la santé. Mais le problème, ce n'est pas celui-là. Et je peux dire que l'un des problèmes que connaît la fonction publique, c'est grâce aux enseignants. Les enseignants, aujourd'hui, vous pouvez recruter un enseignant aujourd'hui. Demain, faire un concours interne ou modulo, ce que nous savons, puisqu'à la fonction publique, ils sont champions du monde en changement de carrière. Ils changent de carrière, se retrouvent à la douane. Les régies financiers, si vous allez à la douane, plus de 60% des effectifs de la douane sont constitués des enseignants. Vous allez aux impôts, c'est la même chose. Voilà le problème. Alors, pour trouver des solutions, nous devons aller, puisque vous avez voulu percer l'abcès, nous devons aller regarder problème par problème d'un point de vue budget.
J'ai dit tout à l'heure, on n'a pas un problème de budget, il y a l'argent. Sinon, en RDC à côté, lorsqu'ils se sont retrouvés face à un problème d'argent, ils n'ont pas organisé le fête nationale. Et nous dépensons beaucoup d'argent pour organiser les fêtes. Merci beaucoup, monsieur Boumbéa. Vous allez poursuivre. La question qui va suivre, finalement, c'est celle de savoir, est-ce que, en dépit de tout ça, on peut quand même dire que notre fonction publique demeure crédible, vu que l'État ne meurt pas. Et puis, c'est vrai qu'il y a plusieurs promotions en attente d'intégration, mais on a quand même une fonction publique crédible, monsieur Romiko Kilas. Naturellement. Et donc, monsieur Bora pourra parler quand il veut. Hein. On est comme nous sommes des Congolais, on ne doit pas parler comme des politiques. On ne doit pas parler comme ces petits flatteurs qui font défaut de honnêteté intellectuelle. Alors, la crédibilité d'une fonction publique se juge par les résultats. Par le résultat. Le résultat provient de l'homme qui est le moteur, le fonctionnement de la fonction publique. Quel est le type d'homme? Je dis, quelle est la qualité d'homme que nous trouvons dans notre fonction publique? Le profil du cadre. Le profil du cadre actuel. Je vais te dire une chose. Dans nos investigations journalistiques, nous avons repéré un cadre de la fonction publique qui a le niveau CP. Ça veut dire école primaire. Il a quelle formation? Aucune formation. Il n'a jamais été à l'école. Conséquence, vous irez d'abord au ministère, d'abord là, à la fonction publique. Là, nous appelons la fonction publique elle-même. Vous arrivez, vous êtes accueilli en Lingala. Vous allez au CHU, vous avez la même dose, un peu partout. Donc, le type d'homme n'est pas appelé, n'a pas été aiguisé à travailler. Regardez cela, le type d'homme n'a pas été aiguisé à travailler. Nous allons marquer une pause, nous allons marquer une pause et nous allons revenir. Et c'est vous qui aurez la parole pour répondre à cette question, mesdames et messieurs, tout à l'heure.